Enfin voilà, parce que avec cette fuite et ce bruit d'impact de l'eau, j'arrive pas à dormir. Un bruit d'impact? Mais vous n'y êtes pas du tout. Mais alors, d'où vient le bruit que fait la goutte lorsqu'elle tape l'eau? Allez, venez dans le labo, on va vous expliquer. Alors, vous disiez que le son que l'on entend n'est pas un bruit d'impact. Eh bien non. Lorsque je fais tomber un objet, donc par exemple ici cette clé, voilà typiquement le signal que l'on obtient. Alors que là, c'est le signal que l'on obtient lorsqu'une goutte d'eau tombe dans de l'eau. Ici, on devine qu'il y a quelque chose qui vibre de manière particulière. Et vous avez réussi à identifier ce qui vibre ici? Comment avez-vous fait? Bien, on a commencé par ce qui est le plus simple, c'est-à-dire observer et écouter. Vous voyez, lorsque la goutte tombe et qu'elle percute la surface de l'eau, elle laisse une trace. Regardez cette bulle. Vous n'y avez jamais prêté attention, n'est-ce pas? À vrai dire, non. Eh bien, regardez comme c'est intéressant. Plus le son est aigu, plus la bulle est petite. Cette bulle semble donc incontournable pour expliquer ce son. J'imagine que vous l'avez étudié en détail. Eh bien oui, nous avons fait tomber un grand nombre de gouttes d'eau dans de l'eau, et nous avons alors pu tracer la fréquence en fonction du rayon de la bulle. Et regardez ce que l'on obtient. Un ensemble de mesures que l'on a pu modéliser par cette fonction. Et le fait de connaître cette relation vous a permis de trouver ce qui vibre. Oui, en effet, le 3,5 que nous obtenons ici a l'unité d'une vitesse. Du coup, nous avons pu faire des analogies avec des systèmes qui se comportent selon une relation similaire à celle-ci. Comme par exemple cette colonne d'air contenue dans ce tube et dont on peut faire varier la fréquence d'excitation. Je ne rentre pas plus dans les détails car tout est expliqué dans cet ouvrage que malheureusement nous ne trouvons plus en librairie faute d'avoir été édité. Mais finalement, des études quantitatives montrent que ces analogies ne sont pas possibles. Alors, je jette peut-être un pavé dans la mare, mais on peut dire que votre projet est tombé à l'eau. Eh bien non, nous avons décidé d'exploiter à nouveau la relation établie, mais en changeant notre démarche expérimentale. Nous avons donc fait les mêmes expériences en modifiant les paramètres. Si on en modifie un et que la relation établie est également modifiée, cela signifie que le paramètre intervient forcément lors du processus d'émission du son. Quels paramètres avez-vous modifié? Eh bien, la température, la viscosité et la tension superficielle. Alors, pour la température, on est allé de 80 degrés à 0 degrés. Eh bien, parmi tous ces facteurs, c'est la tension superficielle qui a le plus d'impact sur la relation. Mais alors, où intervient-elle? Eh bien, au niveau de l'interface air, liquide et notamment au niveau de la bulle. Ah, nous retrouvons donc cette fameuse bulle. Eh bien oui, lorsque la goutte percute la surface, une bulle de gaz se forme sous l'eau et vibre en émettant un son audible. Et ça, personne ne le savait avant. Bien, à ce sujet-là, je vous propose d'écouter un de nos confrères, le professeur Quentin. Allô, professeur? Eh bien, effectivement, mes confrères, ils ont trouvé une relation de type, voilà, c'est ça. F fois R est égal à 3,5. Alors que Minert, en 1933, il a trouvé une relation du type F fois R est égal à 3,4. Sauf que mes confrères ne connaissaient pas les travaux de Minert. Ils en ont pris connaissance seulement après avoir contacté Marc-Henri, un chercheur à Strasbourg, qui les a orientés sur les travaux de Minert. Alors vous dites que c'est cette bulle qui vibre. Mais est-ce qu'il est possible de l'apercevoir visuellement? Eh bien, au cours de notre projet, nous avons acquis une caméra à 240 images secondes. Et nous voyons clairement que c'est lors de l'apparition de la bulle que le son est émis. Mais puisque c'est cette bulle qui vibre et émet un son, est-ce qu'on pourrait entendre, par exemple, ces bulles qui sont dans cette cuve? Eh bien, c'est justement ce que nous avons cherché à faire. Nous avons coincé une bulle avec une seringue, comme ceci. Nous l'avons ensuite excitée grâce à la membrane vibrante collée sur le récipient. Nous avons fait varier la fréquence d'excitation à raison de 1 Hz par seconde pour savoir si une fréquence permettrait de faire vibrer la bulle en la faisant chanter. Et pour écouter ce chant, nous avons utilisé ce micro relié à ce smartphone. Quels sont vos résultats? Eh bien, regardez plutôt. Ah, et je ne l'ai pas précisé, mais avant de mettre la bulle dans l'eau, nous avons mesuré la résonance de la cuve sans la bulle. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là que nous avons pu rajouter la bulle. Et là, on observe clairement ces deux pics qui traduisent la vibration de la bulle. Vous m'avez dit qu'il y avait deux fréquences de vibration, mais normalement, il ne devrait pas y en avoir qu'une seule. Eh bien si, en effet, et cela nous a un petit peu perturbé. Mais à bien y réfléchir, la bulle est retenue par le dessus, ce qui lui donne une forme ovoïdale, ce qui lui confère deux plans de symétrie, deux fréquences propres de vibration. Y a-t-il des implications liées à cette recherche? Eh bien oui. Grâce à ces études, on sait depuis 2004 reproduire numériquement ce son maintenant utilisé dans le cinéma, mais également dans le milieu automobile, où les ingénieurs l'ont incorporé au son d'un moteur
qui permet à ce son de paraître plus viril et qui plaît beaucoup aux automobilistes. Merci beaucoup pour toutes ces explications.